Dans le domaine de l'ingénierie militaire, la destruction n'est pas un chaos aléatoire. C'est une équation mathématique implacable. Que se passe-t-il lorsqu'une ogive conçue pour percer un demi-mètre d'acier blindé frappe l'habitacle d'un véhicule civil? La réponse ne réside pas seulement dans la force cinétique, mais dans la thermodynamique. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'anatomie d'une surpression mortelle. Nous allons isoler le millième de seconde où une voiture se transforme en une chambre de combustion pressurisée. Bienvenue dans l'étude de l'annihilation thermodynamique. Pour comprendre l'anéantissement structurel de ce véhicule, il faut d'abord analyser l'arme responsable de sa destruction. Le lance-roquette anti-char ne s'appuie pas sur l'énergie cinétique brute ou sur la masse de son projectile. Son efficacité redoutable repose entièrement sur une réaction chimique ultra rapide, déclenchée à l'instant de l'impact. Cette ogive a été spécifiquement conçue pour percer les blindages réactifs des chars de combat principaux. Lorsqu'elle rencontre la simple tôle d'acier d'un véhicule civil, le résultat n'est pas une perforation, mais une exécution. L'anatomie de cette munition révèle un cône de cuivre inversé, patiemment logé au cœur d'un explosif brisant. Tout commence à la microseconde exacte où la pointe de la roquette entre en contact avec la portière. Un cristal piézoélectrique situé dans le nez de l'arme est violemment écrasé par la force cinétique de l'impact. Cette compression mécanique instantanée génère une impulsion électrique fulgurante qui voyage vers la base de l'ogive. Le courant traverse les circuits internes et vient frapper le détonateur primaire avec une précision chirurgicale. À ce stade, la roquette n'a même pas encore eu le temps de rayer la peinture de la carrosserie. Pourtant, la réaction en chaîne inéluctable vient d'être initiée, réveillant la charge principale endormie. L'explosif brisant situé derrière le cône de cuivre s'enflamme et génère une onde de choc interne dévastatrice. Cette onde de détonation voyage à travers la matière à la vitesse vertigineuse de 8000 mètres par seconde. Lorsqu'elle percute la base du cône métallique, la pression générée dépasse les dizaines de gigapascales. Sous cette force titanesque, le cuivre massif dépasse instantanément sa limite d'élasticité naturelle. Le métal ne fond pas sous l'effet de la chaleur, mais commence à se comporter comme un fluide superplastique. Le cône s'effondre littéralement sur lui-même, retournant sa structure moléculaire de l'intérieur vers l'extérieur. Ce processus thermodynamique accouche d'un dard de cuivre incandescent, projeté vers l'avant de la munition. La pointe de ce jet métallique atteint des vitesses hypersoniques, flirtant avec les 10 km par seconde. Rien dans l'ingénierie civile moderne n'est conçu pour résister à une telle concentration d'énergie pure. Le dard frappe la fine feuille d'acier de la portière, qui cède sans opposer la moindre résistance physique. Les liaisons atomiques de la carrosserie sont arrachées, créant un trou d'entrée parfaitement circulaire. Le jet de cuivre s'infiltre dans la cavité avec la fluidité d'un faisceau laser traversant de la fumée. Mais le percement du blindage extérieur n'est que la toute première phase de cette anomalie destructrice. L'enveloppe du véhicule vient d'être violée, ouvrant un passage direct vers le cœur de l'habitacle. Derrière ce jet de métal liquide, suit la totalité de l'énergie explosive générée par la charge principale. Les gaz hyperthermiques s'engouffrent dans la brèche, cherchant frénétiquement une issue vers l'extérieur. Ils rencontrent l'espace confiné de la portière, un volume rempli de mécanismes, de fils et de renforts. Cet environnement restreint s'apprête à transformer l'onde de choc en un multiplicateur de force létale. L'intérieur d'une portière automobile n'est pas un bloc d'acier massif, mais une architecture complexe et creuse. Cet espace abrite des moteurs de lève-vitre, des câblages électriques, des barres de renfort et des plastiques rigides. Normalement, cette structure est pensée pour absorber les chocs lents et protéger les occupants d'une collision latérale. Mais lorsqu'elle est soumise à l'intrusion d'une charge creuse, cette même cavité devient une chambre d'accélération. L'onde de surpression s'engouffre dans cet interstice confiné sans aucune possibilité de dissipation rapide. Le volume d'air restreint est soudainement contraint d'absorber une quantité colossale d'énergie cinétique et thermique. Les gaz d'explosion entrent en expansion à une vitesse qui défie les lois de la mécanique classique. Les parois internes de la portière subissent des forces d'écrasement s'élevant à plusieurs milliers de bars. Incapable de contenir cette pression exponentielle, la tôle d'acier commence à gonfler comme un ballon de baudruche. Les soudures industrielles cèdent les unes après les autres sous les contraintes de cisaillement extrême. Chaque composant mécanique logé dans la porte est arraché de ses fixations avec une violence absolue. Le métal se tord, s'étire et atteint son point de rupture catastrophique en l'espace d'une fraction de milliseconde.
Pris au piège dans cette chambre de prédétonation, chaque élément de la portière change de nature. Les engrenages métalliques et les barres de sécurité se fragmentent pour devenir des munitions secondaires mortelles. L'énergie de l'explosion transforme ces débris inoffensifs en un nuage dense de shrapnel contondant. Ces fragments acquièrent une vélocité suffisante pour déchiqueter n'importe quel matériau organique sur leur trajectoire. Le panneau de garniture intérieure en plastique dur est la dernière barrière avant l'habitacle de la voiture. Sous la pression colossale accumulée, ce panneau explose vers l'intérieur avec la force d'une décharge de fusil à pompe. L'habitacle, jusqu'ici préservé, est soudainement envahi par une tempête de matière déchiquetée et de feu. Des milliers de fragments d'acier, de plastique acéré et de verre feuilleté sont injectés dans l'espace passager. Ce vortex de destruction balaie tout sur son passage, ricochant contre les sièges et le tableau de bord. La force d'impact est telle que la portière entière, pesant plusieurs dizaines de kilos, est arrachée de ses gonds. Elle est projetée vers l'intérieur, convertie en un gigantesque projectile cinétique balayant le véhicule. La brèche est désormais totale, laissant le champ libre à l'ennemi invisible et le plus destructeur de tous. Le shrapnel et le jet de cuivre ont causé des dégâts massifs, mais ils restent confinés à des trajectoires physiques. La véritable menace qui s'abat sur la voiture ne se mesure ni en grammes d'acier, ni en éclats de verre. Elle réside dans le déplacement invisible et brutal de l'atmosphère qui s'engouffre par l'ouverture béante. L'onde de choc atmosphérique pénètre à son tour dans l'habitacle clos, roulant à la vitesse du son. L'espace intérieur va cesser d'être un refuge pour devenir le théâtre d'une anomalie thermodynamique pure. La voiture entière s'apprête à subir une épreuve d'écrasement barométrique que ses concepteurs n'avaient jamais imaginée. Nous entrons maintenant dans le domaine de la surpression. L'impact cinétique du projectile n'est que le vecteur. L'arme véritable est thermodynamique. Lorsqu'une charge de cette puissance détonne dans un environnement clos, elle convertit instantanément sa masse solide en gaz en pleine expansion. Dans un environnement ouvert, cette onde de surpression se dissiperait sous la forme d'une sphère, obéissant à la loi de la place au carré. Mais la carcasse métallique du véhicule retient l'énergie. L'équation fondamentale des gaz parfaits stipule une relation directe et brutale entre la pression, la température et le volume. P égale nRTV. Lorsque l'explosion s'engouffre dans le volume fixe de l'habitacle, V, elle introduit une quantité massive de gaz hyperthermique, N, à une température extrême, T. Le résultat mathématique est une augmentation exponentielle de la pression interne, P. La physique des fluides devient chaotique. Le front de l'onde de choc se déplace à plus de Mach 2,5 à l'intérieur de la voiture. L'air lui-même se comprime pour devenir aussi dense qu'un bélier solide. Selon les relations de Rankine-Hugoniot, la densité de l'air de l'autre côté du front de choc subit une rupture mathématique. Rho2 Rho1 égale gamma plus 1 sur P2 plus gamma moins 1 sur P1 fois gamma moins 1 sur P2 plus gamma plus 1 sur P1. Ce saut de densité signifie que l'air ambiant n'est plus un gaz respirable. Il devient une force d'écrasement. Tout matériau organique présent dans cet espace subirait un barotraumatisme mortel instantané. L'écrasement des tympans, la rupture alvéolaire des poumons et l'embolie gazeuse. Le vide de l'habitacle est rempli de feu et de force cinétique. La voiture est devenue une bombe de l'intérieur. Face à cette anomalie atmosphérique, l'ingénierie civile est condamnée à la défaillance. L'architecture d'un véhicule est conçue pour dissiper l'énergie cinétique d'une collision frontale en déformant ses longerons. Elle n'est absolument pas conçue pour contenir une expansion de pression omnidirectionnelle. L'acier doux automobile possède une limite d'élasticité, notée RE, d'environ 250 mégapascales. Sous la pression titanesque de l'onde de choc, la matrice cristalline du métal est étirée au-delà de son point de non-retour. L'acier ne plie pas, il subit une déformation plastique immédiate. Le toit du véhicule se bombe vers l'extérieur de plusieurs centimètres. Le premier point de rupture catastrophique est le verre. Les vitres latérales sont composées de verre trempé, conçu pour maintenir une tension interne d'environ 65 mégapascales. Lorsque la pression interne de l'habitacle dépasse cette limite, l'équilibre moléculaire s'effondre. Le verre ne se brise pas, il se désintègre à des vitesses hypersoniques en des dizaines de milliers de cubes de shrapnel éjectés vers l'extérieur.
Les fenêtres qui devaient sceller l'habitacle sont devenues les soupapes d'échappement d'un réacteur hors de contrôle. Mais l'événement balistique n'est pas encore terminé. La destruction par explosif est universellement perçue comme un événement purement expansif. C'est une erreur de perception fondamentale. Tout événement de surpression massive est obligatoirement suivi de son opposé absolu, la phase de pression négative. Lorsque l'onde de choc initiale propulse l'air et les gaz hors du véhicule à des vitesses extrêmes, elle repousse l'atmosphère environnante. Ce déplacement de masse crée un vide partiel, une bulle de basse pression au cœur même du point d'impact. L'univers déteste le vide. L'atmosphère ambiante s'effondre sur elle-même pour combler ce vide. Cette implosion secondaire génère un vent de retour d'une violence inouïe. Les débris qui venaient d'être éjectés sont aspirés en arrière, traversant une seconde fois l'espace passager. Ce phénomène garantit que toute zone d'ombre ayant échappé au premier souffle sera balayée par la phase d'aspiration. Le protocole d'analyse thermodynamique est achevé, mais nos serveurs compilent déjà la prochaine anomalie balistique. Abonnez-vous à l'archive mécanique pour sécuriser votre niveau d'accès et déverrouiller nos futurs dossiers cliniques.